Comme des millions de Français, Stéphanie n'a pas souhaité se faire vacciner contre la Covid-19. Il appartiendra à chacun d'entre vous, d'entre nous, de contester, condamner, voire juger ce choix. Mais ce n'est pas le sujet central de cette vidéo. Elle n'a pas exposé et n'a pas à exposer les raisons individuelles qui l'ont poussée à ne pas souhaiter se faire vacciner. Ce dont nous allons parler dans cet entretien, c'est d'une autre maladie, le cancer. Diagnostiquée au début de la pandémie, Stéphanie vient dans cette émission, comme M. Gilou avant elle, tout simplement relâcher la pression, nous raconter un quotidien qu'elle a décidé d'exposer au monde dans un film qui sortira demain et dont vous trouverez le lien de l'avant-première en description de la vidéo. Entre les brimades et les intimidations, entre les refus de soins et les reports de soins, elle est venue nous témoigner de ce qu'ont vécu des milliers de gens atteints du cancer, et pas seulement non vaccinés d'ailleurs. C'est aussi le quotidien de tous ceux et celles qui, bien que vaccinés, atteints d'un cancer, ont dû faire face à des reports, voire des annulations de soins. Combien de milliers de personnes ont vu des tumeurs qui auraient pu être totalement opérables n'être plus opérables suite aux décisions absurdes d'un gouvernement déraisonnable. J'espère que cet épisode, beaucoup plus court que d'habitude, vous plaira. C'était un entretien assez difficile à mener, je ne vous le cache pas, et j'espère que, quel que soit votre avis sur la vaccination, vous saurez faire ce que trop de médecins n'ont pas fait, mettre vos idées, vos a priori de côté, pour simplement écouter et essayer de comprendre. Bon épisode. Je suis venue pour témoigner en tant que patiente atteinte d'un cancer durant la crise sanitaire et je viens expliquer ce que les malades ont vécu. Et j'ai eu le droit à des propos horribles. Le Covid est plus grave que votre cancer. Qui t'a dit ça? Le Je crois que vigile? c'était un chef de service ou un médecin, c'était une dame en blouse blanche. Et je suis restée là pendant 4 heures devant l'hôpital parce qu'ils Lequel? l'Institut Curie à Paris. On les salue. Voilà. Et ils ont appelé la police et la BAC. Mon oncologue qui m'a dit lors d'un rendez-vous, après ce refus de soins, que si c'était à refaire, laisser un patient dehors, elle le referait. Et moi, je croyais à toutes ces associations-là. Et au final, c'est que du vent. C'est de la grosse merde, en fait. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec une personne que vous ne connaissez probablement pas. Après la vidéo avec Monsieur Gilou, après la vidéo avec Philippe Grégoire, notre agriculteur qui était venu nous parler des conditions de vie qu'il traverse au quotidien, eh ben, j'ai décidé de recueillir un autre témoignage. C'est celui sur un sujet totalement différent de Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça me fait plaisir de te voir, de te revoir, on va être honnête, puisque donc Stéphanie m'avait contacté sur les réseaux sociaux et on s'était rencontrés et elle m'avait un petit peu expliqué l'histoire qui lui était arrivée. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que ce témoignage, qui à mon avis concerne bien plus que ta simple personne individuelle, mais probablement beaucoup trop de personnes en France, soit entendu. Et d'ailleurs, pour que ce message soit entendu, tu as co-réalisé un film dont tu vas nous parler à la fin, sur ton histoire, pas que sur ton histoire d'ailleurs, sur ceux qui ont traversé ce que tu as traversé. À travers mon histoire personnelle, je dénonce ce que les malades ont vécu. Eh ben, c'est justement de ça dont on va parler. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu es venue nous raconter? Alors, je suis Stéphanie, j'ai 35 ans, donc je suis en rémission d'un cancer du sein que j'avais découvert en mai 2021. Et donc, je suis venue pour témoigner en tant que patiente atteinte d'un cancer durant la crise sanitaire et je viens expliquer ce que les malades ont vécu durant cette crise et dénoncer en fait la maltraitance que nous avons vécue et les difficultés que nous avons rencontrées pour pouvoir être soignés durant la crise sanitaire et notamment sur la période avec l'obligation du pass sanitaire. C'est ça, parce que toi, pour des raisons qui sont personnelles et qui ne sont pas le sujet de cette vidéo, tu n'as pas souhaité te faire vacciner. Non. Tu n'avais donc pas de pass sanitaire. Au moment où ils ont imposé l'obligation vaccinale, il n'y avait pas encore la mise en place du pass sanitaire dans les hôpitaux. Ça, c'était courant du mois de juillet. Okay. L'obligation du pass sanitaire, il est arrivé en août 2021. Donc, en fait, pour pouvoir entrer à l'hôpital et être soigné, il fallait impérativement présenter un pass sanitaire. Et donc, moi, j'ai fait face, du coup, à des difficultés parce que tu es malade,
tu es face à des vigiles pour pouvoir entrer à l'hôpital. Tu es obligé d'aller récupérer une ordonnance, parce que rappelons aussi que les ordonnances les tests étaient payants à cette période, qui avait une durée de validité qui était de 72 heures puis ensuite de 24 heures. Moi, ça m'obligeait à aller chez mon médecin traitant pour avoir une ordonnance, pour avoir la gratuité des tests. Donc, je faisais déjà la queue chez le médecin traitant, puis ensuite, je devais aller en laboratoire faire un test. Je faisais le test salivaire, donc je récupérais le test au laboratoire. Je repartais chez moi, je revenais redéposer le test, tout ça avant midi, pour avoir les résultats le soir. Et encore, on n'était jamais sûr d'avoir les résultats le soir, parce qu'à cette période, dès qu'une personne avait le nez qui coulait, il partait vite se faire tester. Donc, je passais mon temps à faire la queue ou mon temps dans les transports pour récupérer des ordonnances, des tests, etc. Si le résultat était positif, tu ne pouvais pas aller à l'hôpital te faire soigner. Tu devais rester chez toi. Si tu n'avais pas à temps les résultats, tu ne pouvais pas rentrer à l'hôpital. Donc, tu avais encore ce stress-là toute la journée et t'espérais pouvoir avoir tes résultats pour le lendemain. Et ça durait 24 heures. Donc, si tu avais deux rendez-vous d'affilée, c'était compliqué d'aller refaire un test parce que moi, ça m'est arrivé le 3 décembre 2021 où j'ai eu un refus de soins, justement. Je pourrais peut-être en expliquer. Justement, ouais, ce serait intéressant. Est-ce que tu pourrais... je pense que ça va être le cœur de notre discussion, puis on s'arrêtera pour parler de chacun de ces étapes. Mais quelle a été, à partir du moment où il y a eu cette obligation vaccinale ou de test PCR pour rentrer à l'hôpital, quel a été ton parcours? Quelles ont été les étapes? Quelles sont les procédures que tu as entamées? Les refus, les situations dans lesquelles tu as été? Parce qu'on a du mal à imaginer qu'un médecin te dise non. Ouais, c'est à partir de là, vraiment, il y a tout à basculer dans l'hôpital. Déjà, tu es face à un vigile. Donc là, vigile. on est quel moment? Alors, en août 2021. En août 2021. Moi, je me rends à l'hôpital pour une cure de chimiothérapie vers le 20 août 2021. Et là, c'est la première fois que je suis face au vigile. Moi, franchement, je ne pensais pas qu'en France, on allait laisser les malades et qu'on allait appliquer ce que le gouvernement imposait, en fait, ou proposait aux institutions médicales. Et finalement, oui, il y a des directeurs qui ont décidé d'appliquer à la lettre. Donc, j'ai été face donc, à un vigile pour pouvoir entrer à l'hôpital. Je lui dis, moi, je n'ai pas de passe, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne rentrez pas. Et à ce moment-là, il y avait des tentes partout où on pouvait se faire tester. Il m'a dit, allez dans la cour, on a mis en place une tente, vous pourrez aller vous faire tester. Moi, j'avais peur du test PCR. En plus, j'avais une déviation de la cloison nasale. Donc, moi, ce n'est pas du tout un test qui était adapté. J'étais en pleurs, j'étais stressée. Ce même jour, je rentre à l'hôpital, du coup, je présente le test. Et je suis face à un chef de service et je lui explique que je suis scandalisée d'avoir fait face à des vigiles pour pouvoir rentrer à l'hôpital et être soignée. Et là, il me traite de parano. Il me dit « Ah oui, vous faites partie des paranos ». Je fais partie des paranos parce que je lui ai dit que je n'étais pas vaccinée et que j'ai justifié les raisons de ce refus. Et donc, il m'a insultée de parano. Cette phrase qui forcément fait réagir le médecin que vous êtes. Un irresponsable n'est plus un citoyen, parlant des non-vaccinés. Et pour vous, docteur, un non-vacciné est un citoyen, un patient à part ? Alors moi, en tant que médecin, je ne suis pas là pour juger en fait les individus. Je suis là pour respecter leur choix, quel qu'il soit. Je pense que c'est important de le rappeler. Et je pense aussi qu'il est plus qu'urgent d'arrêter de chercher des coupables en fait dans cette crise, d'arrêter de chercher des coupables entre les citoyens. Au début, c'était ceux qui ne respectaient pas le confinement. Ensuite, ça a été ceux qui ne respectaient pas les gestes barrières ou qui portaient mal le masque. Ensuite, ça a été les enfants. Maintenant, ce sont les non-vaccinés. Je pense que demain, ce seront les enfants non-vaccinés. Je pense qu'il est plus qu'urgent de cesser tout ça et de se rappeler que les seuls coupables, ce sont les facteurs qui ont contribué à l'émergence et à la diffusion de cet agent infectieux à l'échelle de la planète. Nous allons en parler largement. Ça a l'air de vous heurter ce matin profondément, peut-être même dans ce qui fait la quintessence de votre mission, de votre engagement. Effectivement, je pense que là, de plus en plus, en fait, on bascule
la médecine et la santé publique dans le domaine de la morale. Donc il y a des bons et des méchants, des coupables, le bien et le mal. Et en fait, la médecine, la santé publique ne devrait pas rentrer dans le champ de la morale. On doit rester uniquement dans le champ de l'éthique, où en fait on va essayer de trouver la meilleure solution possible, celle qui va faire le moins de dommages, et donc sortir du domaine de la morale pour rester dans celui de l'éthique. Et sans être dans le domaine de la morale, docteur Alice Desbioles, est-ce qu'on peut être dans le domaine de la responsabilité et parler d'une forme d'irresponsabilité quand on n'est pas vacciné, ou alors ça vous choque et vous dites non, ce n'est pas possible aujourd'hui de dire cela? Alors, j'ai du mal à percevoir l'argument en fait sanitaire derrière. Hein. On sait bien que la vaccination, le vaccin protège bien contre les formes graves, mais n'est pas majoritairement efficace contre la transmission et la contamination. On le voit bien, c'est très documenté maintenant dans la littérature scientifique et chacun peut l'expérimenter de manière empirique. On voit bien que là, avec près de 90% de la population vaccinée, on est à plusieurs centaines de milliers de contaminations depuis le début de l'année. Donc je pense qu'il faut encore une fois arrêter d'être dans cette stigmatisation et respecter les choix des individus. Le consentement est une notion très forte en médecine. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres problématiques, notamment un refus de soins le 3 décembre 2021. C'est-à-dire? Là, en fait, comme je te disais, il faut présenter un pass sanitaire qui est valable de 24 heures. Moi, la veille, j'avais déjà rendez-vous à l'hôpital toute la journée. Donc, j'ai pas pu aller faire toute la démarche que je t'ai expliquée au tout début. Donc, le lendemain, je suis arrivée avec un test qui n'était plus valide de quelques heures. Mais j'ai quand même tenté, parce que j'avais pas eu les moyens... Quelques heures, hein. Quelques heures. Ah ouais, mais bon, un Et pangolin, il peut arriver, hein. Et donc là, j'ai fait face au vigile qui m'a dit « tu dégages ». C'est « tu dégages », il m'a dit. Donc moi, je viens pour me faire soigner. Non, mais tu les mets au courant de la situation dans laquelle tu es à ce moment-là, de pourquoi tu viens, enfin, que c'est pas pour un rhume. Savent. Après, il y a des médecins qui sont sortis, le chef de la sécurité qui est sorti, qui a dit que j'étais trop dangereuse et que je pouvais pas rentrer. Et je suis restée là pendant 4 heures devant l'hôpital. Lequel? L'Institut Curie à Paris. On les salue. Voilà. Et ils ont appelé la police et la BAC. Non. Voilà. Et j'ai du coup le relais entre moi et l'hôpital, c'était un policier. Ils étaient 6 agents. C'était la police. Et ils faisaient des allers-retours dans l'hôpital et moi, restais à l'extérieur sur les escaliers. Donc, toute mon histoire, tout mon dossier médical énoncé au grand jour sur les escaliers de l'hôpital. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Par qui? Par les flics? Eh ben, vu qu'on échangeait sur les escaliers voilà, pourquoi ils voulaient pas me laisser rentrer, on essaie de trouver des négociations. On négocie sur la santé des gens. On négocie. Face à des malades complètement hallucinés, parce qu'ils se sont dit « Ah, mais si c'était moi qui étais dans son cas, on me laisserait pas rentrer, je ne serais pas soignée. » Il y avait des malades en pleurs. Je suis restée 4 heures au mois de décembre. J'étais en période de traitement. On m'a même pas laissé rentrer dans le sas. Et finalement, j'ai eu le droit à des propos horribles. Le Covid est plus grave que votre cancer. Qui t'a dit ça? Le Je crois que vigile? c'était un chef de service ou un médecin. C'était une dame en blouse blanche. Attends, il y a quelqu'un qui t'a... C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont arrivés dans un tel fanatisme... Ils t'ont dit, des gens qui sont médecins, donc ils ont fait quelques années d'études, je suis pas professionnel, peut-être que je suis pas au courant, mais le cancer... est plus grave. Le Covid est plus grave que le cancer. Le Covid est plus grave que votre cancer. Faites-vous vacciner. Regardez, j'ai mes 3 doses, je suis en pleine forme. Et là, il y avait des témoins. Hein, donc, puis après, j'ai fait face à d'autres propos complètement fous. Mon oncologue qui m'a dit lors d'un rendez-vous, après ce refus de soins, que si c'était à refaire, laisser un patient dehors, elle le referait. Attends, mais c'est elle au départ qui t'avait mis dehors? Non. Non, c'est-à-dire que... Mais que si elle avait été dans la situation, elle l'aurait fait. Elle aurait maintenu... si une autre patiente se présentait sans passe, elle laisserait la personne dehors. Parce qu'il faut savoir que les médecins ont la possibilité de prendre leurs responsabilités et de dire à la direction « Non, je laissais entrer ma patiente, je prends la responsabilité que cette patiente n'a pas de passe, je souhaite la soigner. » Elle n'a pas pris cette responsabilité-là. Et quand je l'ai retrouvée lors d'un autre rendez-vous, eh bien, je lui ai dit que ce n'était plus un médecin, c'était un vigile, qu'il fallait qu'elle change de métier. Elle m'a dit que si c'était à refaire, elle le referait, et que si je n'étais pas contente, je n'avais qu'à changer de référente. Donc c'est encore à moi,
c'est moi en fait qui doit respecter ce qu'on me demande, sinon je change de référence si je suis pas contente. Et on m'a aussi dit que c'était à cause de moi que les gens mouraient. Ça, c'était une cardiologue. C'est à cause de vous que les gens meurent. C'est à cause de vous que les lits sont engorgés, que les lits en réa sont débordés, que des gens vont mourir. Voilà, vous arrivez à un rendez-vous pour qu'on vérifie si votre cœur tient le choc par rapport au traitement et on vous traite de meurtrière. J'invite les hôpitaux à clairement dire voilà, puisque de toute façon on en est à tout savoir sur tout le monde, si un tel est vacciné contre tel ou tel regardez, vaccin. La semaine dernière, il y a eu ce reportage que acteur. vous avez vu à Colmar sur France 5, pour être tout à fait précis. Reportage où on voyait des soignants exténués et qui disaient que ceux qui étaient dans leur service de réanimation étaient des non-vaccinés. Ça ne vous suffit pas, ça, comme... Non, parce que j'ai déjà été dans des services de réanimation, j'y ai travaillé. Quand j'entends dire, oui, 70% de notre service de réanimation est composé de non-vaccinés, déjà, rappelez-moi combien il y a de lits dans un service de réanimation? 14. Ah oui, et sur les 14 patients, il y a combien de patients Covid? 7. Ah oui, donc 70% de patients non vaccinés sur les 7, ça fait combien? Ça fait 4 patients Covid non vaccinés. Qui ont quel âge? Entre 70 et 90 ans. Ah oui, effectivement. Non, mais ça me fait pas rire, mais ça me fait juste réagir à la débilité de la situation et jusqu'où on va aller pour inciter les gens à aller trop loin. On ment ou on contorsionne la réalité. On contorsionne la vérité parce que je pense que on n'a pas réellement ouvert le débat et on entend des médecins, des épidémiologistes, qui sont bourrés de conflits d'intérêts sur les plateaux et qui viennent nous faire le sermon des non-vaccinés et nous montrer du doigt alors que on est à peine 6 millions en France et encore 6 millions avec des personnes quand même qu'on comptabilise, qui ont déjà reçu 2 doses et qui refusent la 3e dose. Il y en a qui perdent leur passe vaccinale. Mais Ingrid Levavasseur, vous êtes sur ce plateau toutes les semaines et j'ai toujours justement trouvé très important que votre parole soit entendue, mais je vous ai rarement entendu aussi vindicative. En fait, on a vraiment l'impression que ce petit coup de pression supplémentaire, c'est un peu ce qui vous met le plus en colère. En fait, ce qui me met en colère, c'est qu'on n'entende pas suffisamment les gens qui se posent des questions et qui se disent tout ça c'est injuste et pourquoi est-ce que moi je suis dans cette situation à me poser cette question et que autour de moi j'entends des personnes sur les plateaux télé et tout dire que de toute façon c'est la faute des non-vaccinés. Et je pense même que les hôpitaux ont mis en place les mesures qu'ils voulaient. Parce que après coup, j'ai appris que dans certains hôpitaux, il n'y avait pas forcément de contrôle. Certains contrôlaient, mais certains médecins disaient non, vous contrôlerez pas mes patients. D'autres ne contrôlaient pas forcément. Mais là où j'étais, c'était contrôle, application, plus, quoi. Ouais, c'était comme pour les restos, quoi. Voilà. Sauf que tu viens pas bouffer l'entrecôte. Exactement. Je venais bouffer ma chimio. Ouais, voilà. C'est moins... Moins, voilà. C'est pas... Et du coup, en fait, bon, cette situation s'est arrangée, heureusement. Maintenant, tu n'as plus besoin de ce pass vaccinal. Mais quand ça t'est arrivé, tu as eu... Est-ce que tu t'es dit, il y a peut-être derrière tout ça un monde d'autres cas à qui c'est arrivé? Est-ce que tu as essayé d'aller à la rencontre d'autres personnes? Est-ce que tu as une idée à peu près de combien de gens peut-être ont pu se retrouver dans cette situation? Est-ce que tu as eu d'autres gens qui sont venus vers toi pour te témoigner que ça leur était arrivé? Alors, il n'y a personne qui est venu face à moi. Mais par contre, j'ai eu beaucoup, suite aux interviews que j'ai fait, parce que je lis les commentaires de tous les interviews que je fais. Et au final, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout la seule et qu'il y avait d'autres cas, mais que les gens, malheureusement, n'osaient pas parler. Et qui ont subi et qui ont fait des tests et ont accepté d'être maltraités, etc. Mais on ne peut pas leur en vouloir. On est dans une situation de fragilité. Les gens... Si là, on prend l'exemple du cancer, mais ça concernait toutes les maladies. Ils sont face à la mort, ils essayent de s'en sortir déjà avec leur cancer et on leur ajoute encore ces problématiques-là derrière. Je pense qu'ils avaient autre chose à faire que de se battre avec un pass, etc. Mais oui, il y a d'autres gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. Malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont morts. Peut-être par refus de soins, report des soins, parce que n'oublions pas que... Ça, on a même commencé à avoir des chiffres sur ça. Report des soins pour certaines personnes parce qu'on ne devait pas déroger le protocole Covid. Tous les Covid passaient en priorité. Combien n'ont pas été soignés à temps? Donc ces gens-là, les tumeurs, là je parle du cancer, ont peut-être regrossi, etc. Et il n'y avait peut-être plus de solution pour eux. Donc l'épidémie a commencé et que les autorités ont mis en place
les mesures de protection de la population. En fait, il y a eu un arrêt de quasiment toute l'activité médicale non liée à la Covid-19. Donc, ça veut dire que les blocs opératoires ont tous fermé, donc pas d'opération de patients. Les scanners ont été réquisitionnés pour faire les diagnostics d'infection à coronavirus. Donc, du coup, tous les patients qui avaient des maladies chroniques et notamment des maladies qui pouvaient déboucher soit sur un diagnostic de cancer, soit un suivi de maladies cancéreuses, ces patients-là, au début, ils n'ont pas pu être pris en charge. Quelqu'un qui a mal au ventre et qui a un cancer de l'estomac, par exemple, il va attendre, puis il va consulter parce qu'il peut retourner voir son gastro-entérologue 3 mois plus tard. Et le cancer, au lieu d'être seulement localisé à l'estomac, il va avoir eu le temps de donner des métastases. Et on a déjà des cas comme ça de patients qui, par exemple, avaient un cancer qui était localisé, c'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, l'opérer. Et le retard diagnostique a fait que ils ont passé le cap de l'opérabilité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être traités par la chirurgie, aujourd'hui, la chirurgie ne suffit pas et il faut faire, par exemple, de la chimiothérapie. Après, il y a aussi des choix de l'ARS. Par exemple, nous, dans les laboratoires de pathologie, on dispose de machines pour faire les diagnostics, les tests diagnostiques du Covid. Et l'ARS n'a pas voulu nous autoriser à les faire quand on manquait de tests. Le problème, c'est que les ARS, depuis le début de cette crise, semblent davantage source de problèmes que de solutions. Elles n'ont jamais vraiment pensé de dispositifs qui auraient pourtant permis aux malades de revenir auprès de leurs spécialistes. Selon le docteur Montpetit, c'est en grande partie ce qui empêche la reprise des consultations. Il y a eu au départ de la crise Covid un petit vent de panique et les premières indications étaient quand vous avez un cancer, restez chez vous. Donc certains patients ne sont pas venus en consultation en disant j'ai un cancer, je reste chez moi. Et les ARS dans la plupart des régions ont demandé aux entreprises de dépistage de stopper les dépistages et du cancer du sein et du cancer du côlon. Les malades, on était vraiment une cible numéro 1, mais on n'a pas du tout été... parce qu'on était fragile et on n'a pas du tout été considérés. Et combien on cédait à la pression, parce que j'en ai pas parlé. Je parlais de la maltraitance psychologique via les insultes, mais aussi la pression vaccinale que l'hôpital nous mettait à chaque rendez-vous. C'est-à-dire ? À chaque fois qu'on avait rendez-vous à l'hôpital, où en êtes-vous de votre schéma vaccinal ? Et c'est noté dans mon dossier. Bonjour, déjà. Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes vacciné ? Non. Et pourquoi ? Tatati, tatata. Et c'est écrit plusieurs fois dans plusieurs 3 minutes pages. pour parler de votre cancer, c'est con, c'est dingue, c'est incroyable. Et donc dans le dossier, c'est écrit refus de soins. Mais quand c'est écrit une fois, pourquoi tu me le reposes 2 fois ? C'est encore écrit refus, refus, refus. Après ils ont écrit refus catégorique. Pourquoi tu me redemandes ? Super catégorique, mais total, mais... Ils ont joué aussi sur la peur. Et parce que je me souviens, moi, mon oncologue, au premier rendez-vous, quand elle m'a dit êtes-vous vacciné ? Il va falloir vous faire vacciner parce que si vous attrapez le Covid, on devra arrêter vos traitements le temps de traiter votre Covid. Donc, il y en a... C'est vrai, ça ? Ah oui, moi, c'est les propos qu'elle m'a tenus. Oui, non, mais on est vraiment obligé d'arrêter ton traitement pendant moi, c'est les propos qu'elle m'a tenus. Elle m'a dit on mettra en suspens votre traitement cancer pour d'abord traiter le Covid. Mais on le traitait avec quoi, le Covid ? On le traitait avec du Doliprane ? Voilà, moi, c'est les propos qu'elle m'a tenus et je lui ai répondu c'est pas grave, on arrêtera le traitement du cancer et on traitera le Covid. Et je lui ai dit en attendant, je ne l'ai jamais eu, et je l'ai jamais eu d'ailleurs. Mais voilà, tu vois, les gens, ils ont peur de mourir avec leur cancer, donc je crois qu'ils sortent toutes leurs cartes. Et en plus, elle m'a même dit, ça c'était très drôle, rassurez-vous, c'est pas Moderna, c'est pas AstraZeneca, c'est Pfizer. Je pense qu'elle a essayé de me Comment essayer l'échec carte. pour rassurer les gens, tu sais. Rassurez-vous, c'est le bon. J'ai un pote, il peut avoir celui qui marche. Parce qu'à cette période, c'était un peu... Oui, c'était la période où Moderna et AstraZeneca avaient eu des petits soucis, quoi. C'est ça. Non, mais je te dis, j'en ai entendu de... C'est bien, ça te fait marrer. Non, parce que... Oui, donc j'ai aussi d'autres anecdotes. C'est le jour du refus de soins, lorsque justement le policier faisait le relais, le médiateur entre... même d'ailleurs, le policier, franchement, il était scotché de ce qu'il était en train de faire. Il se demandait ce qu'il foutait là. Mais il a été très, très bienveillant. Moi, je devais me faire opérer. Donc, le jour du refus de soins, c'était un vendredi. Et moi, je me faisais opérer la semaine qui suivait, le mercredi. Okay. Et en fait... quelques jours après. Et donc, du coup, eux ont décidé, puisque je devais
décaler cette cure-là que je n'avais pas eue. Ils ont voulu décaler mon opération à 2 semaines après. Donc, ils m'ont donné une convocation en me disant, bah voilà, votre cure, vous allez la faire tel jour. Le jour Où tu devais être où opéré. je vais être opérée. Donc, je regarde le document, mais je leur dis, mais non, mais moi, ce jour-là, je me fais opérer. Tu me le fais la veille, tu me le fais le lendemain, tu fais quelque chose, mais tu le fais pas ce jour-là. Et là, il me dit, ah ben non, ils ont décalé l'opération. Mais j'ai dit à quel moment ils m'en ont parlé. Moi, j'étais sur le Ton trottoir. oncologue est obligé de te prévenir qu'on décale ton opération. Ils prennent des décisions sans me demander mon avis. Donc, j'ai dit, hors de question, on maintient l'opération tel jour. Sachant que moi, j'avais fait tous mes rendez-vous pour préparer cette opération. Je lui ai dit qu'ils se débrouillent. C'est eux qui souhaitent décaler cette cure-là aujourd'hui à un autre jour, qu'ils me trouvent une autre date. Et du coup, ça, l'opération a été maintenue le jour qui était prévu et la cure a été faite la veille. Donc, ça veut dire que moi, je me suis tapé une cure hyper lourde d'un traitement la veille d'une opération. Donc, le lendemain, je me suis tapé après une anesthésie générale. Enfin, la totale, quoi, en 2 jours. Mais après, si on était parano, on se dirait ils ont vraiment voulu te faire chier, quoi. Je sais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est pas Mais ma santé. santé. Ça a manqué d'humanité, C'est quoi. pas ma santé qui a primé parce que lorsqu'il me demandait, le médecin, le policier me disait, ben donnez-nous une date où vous êtes disponible. Mais je lui ai dit, mais moi je suis malade, je suis disponible, je suis en arrêt maladie. Trouvez-moi une date, enfin qu'il me trouve une date qui soit en lien avec ma santé et non pas comme si je prenais un rendez-vous pour aller, je sais pas moi. C'est ma vie là qui est en jeu. Surtout qu'en plus, à l'époque, t'avais vraiment besoin que l'opération soit pas décalée, quoi. Oui, parce que dans les résultats n'étaient pas très, très bons quand on regardait quand on mesurait la tumeur, elle ne dégrossissait pas à cette période. Donc, pour moi, c'était important qu'on fasse l'opération parce que je savais pas trop où j'en étais. Donc, pour moi, décaler, c'était peut-être faire regrossir la tumeur. Et je me suis dit, mais attends, je me suis pas tapé toutes ces cures-là depuis le mois de juin pour que ensuite on me redise, ah ben non, c'est plus possible, ou il faut refaire une cure de chimio, je sais pas quoi. C'était pas question. C'est effarant de s'imaginer qu'en fait, ils aient pu collectivement produire autant d'inhumanité, quoi. Exactement. Mais vraiment, le protocole Covid, je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas touché, mais par contre, des protocoles cancer, ils ont pu les manipuler comme ils le voulaient. C'est moins important. Et donc, du coup, tu sors un film. Voilà. Et en fait, le 13. Le 13 juin, c'est l'avant-première du film. Et du coup, il y a un lien pour ceux qui sont intéressés. Oui. Il y a combien de places? C'est une salle de 300 places. 300 places. C'est où? C'est à l'espace Michel-Ange au 14 rue de Patay, Paris 13. C'est à 19h. Et ça s'appelle? Le hommage à une gardienne de l'humanité. C'est qui la gardienne de l'humanité? C'est moi. Oh, c'est mignon. C'est toi qui as choisi le titre? Non, c'est le réalisateur qui m'a c'est bien, fait... tu n'as pas s'arrêter un peu. Non. Bernard-Henri Lévy aurait pu choisir ça comme titre pour un de ses films, tu vois. Non, Hommage aux gardiens du droit. Non, il avait fait 2 propositions et au final, on a choisi celui-ci parce qu'il était porteur d'espoir et d'un message positif. Et donc le réal s'appelle Alexandre Bellas. Ok. Et alors ce film, tu peux nous en parler un petit peu? C'est le 13, donc si jamais l'événement vous intéresse, en description, vous pourrez. Et quelle forme prend le film? C'est du documentaire? Oui, alors le film, c'est un film documentaire. Ouais. Je retrace mon parcours personnel. Donc il y a des parties à la fois scénarisées, donc je suis l'actrice principale. D'accord. Et il y a aussi des temps où j'ai réinjecté des interviews que j'avais réalisées. Et il y a aussi des témoignages de personnes qui ont été présents pendant mon parcours de soins. D'accord. Et qui peuvent partager leur opinion sur comment ils ont vécu ça en tant qu'amis proches de moi dans les collectifs, en fait. Oui, parce qu'on a beaucoup dit tout à l'heure que tu avais vu beaucoup de salauds, mais il y a eu des gens, des héros dans ton parcours de soins, des gens qui ont été exemplaires. Ou qui ont fait en fait un peu le minimum quelque part, j'ai envie de dire, au moins. Les héros, en fait, c'était les collectifs. Mais heureusement que je les ai rencontrés sur mon chemin. Quel collectif alors? Il y avait le collectif Blouse Blanche. Il y avait le collectif Bonjour la vie, qui est un petit groupe qui a été constitué justement à la suite de mes problématiques de soins. Et donc voilà. Et puis d'autres collectifs en parallèle que j'ai rencontrés à travers des manifestations ou des actions qu'on a pu mener en commun.
Et puis voilà, toutes les personnes que j'ai pu lire aussi en commentaire, toutes ces personnes-là, c'est eux qui m'ont aidée parce que c'est vrai que quand je vivais mes problèmes et que j'étais seule, quand j'ai rencontré ces collectifs, ça m'a permis de libérer la parole et je me suis pas sentie seule, je me suis sentie enfin comprise, entendue. Tu as parlé des collectifs, mais on n'a pas parlé des associations, celles qui sont plus connues, celles qui ont parfois eu des petits problèmes. On salue nos amis de l'ARC. Mais comment elles se sont comportées globalement, ces grosses associations En lien avec le cancer. Oui. Tu Alors, as eu des contacts avec eux, tu as essayé de les Ah sensibiliser? oui, en fait, moi, ces associations-là proposent ce qu'on appelle des soins de support auxquels a droit le patient et qui fait partie intégrante de son parcours de soins pour pouvoir atteindre la rémission. C'est-à-dire, c'est des soins complémentaires? Voilà, c'est ça, tu peux De quel participer. type? Activité physique adaptée. Ok. D'accord. C'est pour aussi aider à réduire les effets secondaires. Tu peux avoir des ateliers nutrition, des soins pour le corps, etc., des soins psychologiques, Bien etc. sûr. Ok. Et en fait, le patient y a accès à travers des associations. Donc, ça veut dire que tu devais avoir un pass sanitaire à la fois pour rentrer à l'hôpital, mais aussi pour pouvoir profiter de ces soins de support. Donc, en fait, il y a une inégalité dans l'accessibilité à la rémission de ton cancer, puisque toi, tu n'as pas accès à ces activités-là, à ces ateliers, etc. Donc, même ces associations très bien connues, d'ailleurs, il y en a une très connue dont le président m'a dit « Arrêtez d'être égoïste. Si vous voulez intégrer les associations, vous avez qu'à vous savez très bien ce que vous avez à faire. » Il y a une association qui m'a acceptée, les autres m'ont toutes refusé. Laquelle t'as accepté? L'atelier Cognac G à Paris. D'accord. Voilà. Les autres m'ont refusé parce que je n'avais pas de pass. Si je venais avec un pass, je pouvais rentrer. Mais moi, j'avais pas envie de faire des tests tous les jours pour pouvoir aller faire une activité. Voilà. Donc, on a plein de malades qui ont été isolés et qui n'avaient accès à rien. Et en plus de ça, à cette période, on n'avait ni accès au restaurant ni au bar. Tu étais en fait isolé chez toi. Donc, tu pouvais mourir tout seul chez toi. Tout le monde s'en fichait. Et moi, j'avais pas de famille ici. Hein. Ouais. Donc, toute ma famille dans une autre région. Donc, si tu n'as pas d'amis ou très peu à proximité et peu de famille à proximité, tu te retrouves très vite isolé et tu peux très vite sombrer dans la dépression et lâcher les bras face à la maladie. Ouais. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans le domaine du sport et la santé. J'ai été formée pour animer des ateliers sport-santé auprès des personnes malades atteintes de cancer. Et moi, je croyais à toutes ces associations-là. Et au final, c'est que du vent. C'est de la grosse merde, en fait. Quand t'en arrives, tu dis que tu veux accompagner les malades et tu les laisses dans leur galère, alors même que je leur ai manifesté des ateliers en visio. Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de faire de la visio? Je veux dire, ça faisait 2 ans déjà, même qu'on travaillait en télétravail tous les jours. Tu vas pas me dire qu'ils n'étaient pas capables de faire des choses ou même de me proposer un atelier psychologie. On a atteint un niveau... Surtout qu'en plus, c'est ce genre de service, quand c'est pas des activités physiques, ça peut très bien être fait en visio. Ça a souvent été fait en visio. Tout à fait. Et il n'y avait aucune raison de te l'interdire ou de te le couper. C'est ridicule. Ça avait une ligne de directrice et ils l'ont suivi, ils l'ont appliqué. J'espère que l'entretien qu'on a fait te permettra aussi d'être entendu et que Oui. ton témoignage sera partagé et que, comme pour les précédentes vidéos qu'on avait fait, des gens qui ont pu vivre cette situation-là pourront se rassembler, peut-être dans un premier temps dans un espace commentaire et puis réussir à se connecter les uns aux autres, parce que là, on en sort de ce Covid, il paraît qu'il faut dire cette Covid. On va avoir pas mal de choses qui vont arriver au niveau des responsabilités des uns et des autres et peut-être que il va y avoir des gens, des paroles qui vont commencer à se libérer, de gens qui vont voir qu'il leur est arrivé la même chose et que les règles n'ont pas du tout été respectées et que même indépendamment des règles, certains professionnels de santé ont outrepassé Ah oui, complètement. L'objectif... la loi. Eux, et s'en leur sont serment. même vantés, voilà. Tout à fait. Et l'ont même assumé, reconnu. Et comme tu disais tout à l'heure, s'en sont félicités. Et des gens qui ne sont pas des petits médecins, qui peuvent être des chefs de service, qui peuvent être des gens très haut placés. Tout à fait. Ils ont pas
ils n'ont pas fait leur métier là. Ce sont plus des médecins. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais la priorité, c'est de soigner. Hein. C'est pourtant ce qu'ils prêtent lorsqu'ils deviennent médecins. C'est de soigner, peu importe les conditions financières de la personne, le sexe, l'âge, etc. Tu dois soigner la personne en priorité. Et là, c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Merci à toi d'être venu nous voir. Merci à toi. Merci à la régie, merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios et à très vite.